Alors, je vous présente aujourd'hui Frédéric Thiriez. Alors, Frédéric Thiriez est l'auteur du Dictionnaire amoureux de la montagne. 1000 pages, 200 entrées, un Everest en soi. Maître Thiriez. Non, parce que l'Everest, c'est très difficile, on y souffre. Alors que quand j'ai écrit ce livre, j'y ai pris un plaisir absolument immense. Alors, 200 entrées pour cet ouvrage, une balade délicieuse qui allie justement, j'allais dire, le sacré et le profane. À la fois, c'est l'alpinisme au sens propre, et à la fois, nous entrons dans une élévation naturelle grâce à vous. C'est une déclaration d'amour aux montagnes, en fait. Une déclaration d'amour aux montagnes, aux hommes et aux femmes qui ont laissé leur pas, souvent leur vie, d'ailleurs. On y parle bien sûr de ces héros fixes, les montagnes, ces grandes vagues immobiles de la terre. On y parle de ces hommes et de ces femmes, dont beaucoup malheureusement ont disparu aujourd'hui en montagne. On y parle aussi des sensations qu'on éprouve en montagne, le froid, le soleil, le danger, la peur. On y parle du matériel, le piolet, les chaussures, et puis avec quelques sujets plus originaux. J'ai voulu écrire sur le Yéti, parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attarde. J'ai écrit sur Tintin, oui, parce que Tintin au Tibet a été une de mes révélations de jeunesse qui m'a donné envie de gravir les montagnes. C'est en gros, oui, c'est 200 lettres d'amour qui ont pour but de montrer, je crois, qu'on est passé d'une façon extraordinaire de la montagne qui faisait peur au XVIIe et au XVIIIe siècle, la montagne redoutée, ces monts affreux où habitaient des créatures malfaisantes. On est passé insensiblement, grâce à des grandes personnalités comme Jean-Jacques Rousseau par exemple, on est passé à une montagne objet d'amour, de désir et de plaisir. Alors, car c'est avant tout de plaisir dont on parle en montagne. Absolument. Oui. D'ailleurs, plaisir à vous lire, plaisir à vous entendre. Alors effectivement, vous parlez aussi beaucoup de littérature contemporaine avec Herri De Luca, avec Sylvain Tesson, un de nos grands aventuriers modernes. J'ai, je veux dire, une admiration particulière pour ces deux auteurs, que ce soit Herri De Luca, qui était un excellent grimpeur, notamment dans les Dolomites, et qui a un talent d'écriture formidable, et Tesson, parce que je le connais personnellement, j'ai eu le plaisir de le rencontrer pas loin d'ailleurs de Megève, à Val d'Isère, et pour moi c'est l'écrivain de l'aventure. Et l'aventure... Qu'est-ce que c'est l'aventure, Frédéric Thiriez? Alors vous en connaissez un rayon là-dessus. Alors je vais emprunter la définition de Sylvain Tesson que j'adore, qui est l'aventure, c'est une déclaration d'amour, vous voyez on parle encore d'amour, une déclaration d'amour au monde extérieur. Et l'aventure n'est pas réservée aux aventuriers, c'est le sein des sens de mon livre. On entend parfois dire que mais tout a été découvert dans le monde, on est allé partout, au sommet des plus grandes montagnes, au fond des mers. Ça n'est pas vrai. Il y a encore place pour l'aventure, pour tout le monde, aujourd'hui, dans le monde et en France. Il suffit de prendre un petit sac à dos, une bouteille d'eau, une carte, peut-être une boussole, et de partir le nez au vent et les cheveux à l'air. Il y a l'aventure immobile aussi. Ça, c'est la méditation. Et la littérature aussi. Parmi les motivations des gens qui vont en montagne, elles sont très nombreuses et j'essaie de les décrire dans le chapitre que j'ai intitulé « Pourquoi ?» en interrogation. Il y a bien sûr la beauté, on cherche souvent la beauté, on cherche le silence, on cherche un lieu de méditation. On peut chercher aussi des records. Il ne faut pas dissimuler les choses. Le dépassement de soi, vous en parlez beaucoup. Le dépassement de soi. Mais comme c'est un livre plein de valeurs. Voilà, mais comme disait un de mes amis, me dépasser moi-même, oui, j'aimerais bien, mais encore faudrait-il savoir où je suis exactement. Mais c'est vrai, le dépassement de soi est une des motivations principales de la démarche de l'alpiniste. Et puis il y a tout simplement le plaisir et l'aventure. Et encore une fois, c'est à la portée de tous. Les montagnes ne sont pas réservées aux alpinistes. Alors justement, vous-même, Frédéric, vous êtes un alpiniste actif, si je puis dire. Vous avez d'ailleurs des projets, y compris que vous évoquez dans Fraternité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? J'ai eu cette idée au moment où on commençait à réaliser en France que la question des banlieues se posait avec acuité. J'ai eu l'idée de prendre des groupes de jeunes, des quartiers,
des quartiers difficiles, des banlieues parisiennes, et de les emmener en haute montagne pour leur apprendre précisément les valeurs dont nous parlions, c'est-à-dire la discipline, le courage, l'effort et le dépassement de soi. J'en ai mené trois expéditions de cette nature que j'ai appelées Fraternité. J'en espère bien en monter une 4e cette année, au Népal d'abord et au Kilimandjaro ensuite. Et ça a été un succès formidable. Je vais juste vous donner un résultat. Pour la première expédition Fraternité, nous avions 11 garçons et filles. Et bien dans l'année qui a suivi, tous, je dis bien tous, ont trouvé un emploi en CDI. Génial. Génial. C'est ma grande satisfaction, c'est ça. C'est magnifique. Alors dites-moi justement, vous me parliez d'hommes et de femmes dans votre livre, chapitre inattendu, et on n'est pas avec Solers, le chapitre femmes, dans un monde plutôt machiste, non ? Ah oui, j'ai beaucoup hésité à écrire ce chapitre femmes, parce que j'entendais les femmes, et notamment la mienne, me dire comment tu écris un chapitre femme, je cherche le chapitre homme, je ne le vois pas. Voilà. Mais j'ai affronté cette critique parce qu'il y a eu une évolution considérable là aussi. Le monde de l'alpinisme était au départ ultra machiste. Le premier club alpin qui s'est créé, c'était en Angleterre, l'Alpine Club, était interdit aux femmes. En France, on a été un peu plus ouvert, puisque le club alpin français, qui s'est créé juste après, lui, était ouvert aux femmes. Et d'ailleurs, il y avait parmi les membres fondateurs du club alpin français une femme extraordinaire, George Sand. Ça, on ne le sait pas assez souvent. Et puis après... non, mais on l'apprend grâce au dictionnaire amoureux. Voilà. Et après, les combats féministes se sont menés en alpinisme comme ailleurs. Il y a eu des femmes incroyables comme Micheline Morin, la française, qui a monté des cordées exclusivement féminines. Et puis après, on a eu des très grandes grimpeuses. Catherine Destivelle, non ? Catherine Destivelle, qu'on a appelée la fiancée des Drus, parce qu'elle y a réalisé un exploit qu'aucun homme, je crois, n'aurait accompli. Et j'ai remarqué une chose, pas parce que vous êtes une femme que je vous dis ça, mais ayant conduit pas mal de groupes mixtes, soit en randonnée, soit en alpinisme, j'ai constaté que les filles sont beaucoup plus résistantes que les garçons. Elles ont beaucoup plus de force morale. Exemple, dans l'expédition Fraternité numéro 1 au Népal, tout le monde n'a pas atteint le sommet. Sur les 11, 8 ont atteint le sommet seulement, mais les 3 filles ont atteint le sommet. C'est pas un hasard. Absolument. Alors ce goût de la montagne, de l'alpinisme, vous est venu, je crois, parce que vous avez commencé très jeune le ski alpin, donc à Val d'Isère, puis ensuite vous avez rencontré l'UCPA, et c'est là que vous avez mis le pied au piolet, si je puis dire. Je dois énormément à l'UCPA, qui m'a d'abord donné les bases techniques nécessaires. J'ai fait beaucoup de stages tous les étés à l'UCPA, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Je me souviens encore de mon premier guide, qui était un vieux monsieur, à mes yeux à l'époque, j'avais 13 ans, il en avait peut-être 55 au maximum. Et il m'avait testé en lestant mon sac à dos d'une dizaine de kilos d'oranges pour approvisionner le groupe. J'avais souffert 1000 morts, mais j'avais constaté à l'arrivée au sommet qu'il avait l'air satisfait de ma performance. Donc je dois beaucoup à l'UCPA. Et après, j'ai rencontré, comme souvent, lorsqu'on grimpe, un maître, un guide, qui est à la fois un guide, un compagnon de cordée et un ami, Philippe Deslandes, qui est toujours guide à Bourg-Saint-Maurice. Et j'ai grimpé avec lui pratiquement tous les ans. Et alors, nous avons fait plein de choses. Effectivement, c'est une question de rencontre, vous me le disiez tout à l'heure. Et vous me disiez tout à l'heure que dans ce duo avec votre guide, c'est le silence qui règne. Alors comment vous comprenez-vous, comment se fait-il ? Est-ce que c'est la montagne qui impose ce silence ? Les alpinistes, c'est vrai, et notamment les guides de haute montagne, sont des gens mutiques. Ils parlent peu. Et je pense que c'est le silence de la montagne qui impose ce silence des hommes. Et je crois que c'est très heureux. Avec mon guide, on ne se parle pas. On ne se parle pas, un coup d'œil suffit, on se comprend. Et lorsqu'on est au sommet, même chose,
un coup d'œil suffit, pas besoin de faire de grandes phrases sur la beauté du lieu ou la difficulté de la course. On s'est compris et on redescend. Ça, c'est la relation que j'aime entre un guide et son client. Alors il y a aussi dans ce livre qui fourmille d'anecdotes également, le petit chapitre, ou en tout cas des chapitres, où vous abordez l'alpinisme conjugal. Alors expliquez-nous ce que c'est. C'est une mode et un art extrêmement difficile. Lorsqu'on est un homme, on a forcément envie de partager ses plaisirs avec la femme qu'on aime, et réciproquement, j'espère. En principe. En principe. L'expérience prouve que ce n'est pas toujours très facile. Et les exemples fourmillent d'incidents ou de jalousie ou d'engueulades mémorables entre le monsieur et son épouse, parce que quelquefois, il faut le dire, la femme est plus performante que le monsieur, lequel monsieur le prend généralement très mal. C'est ça, c'est effectivement ce que nous lisons. Alors parmi les chapitres que vous aimez beaucoup, je crois qu'en fait il y a le premier chapitre, la première lettre. Vous avez effectivement écrit ce dictionnaire amoureux au fil de votre inspiration. La première lettre était la lettre M qui correspond à Pierre Mazot. Alors Pierre Mazot, pour moi c'est un personnage, comment dirais-je, sacré mais plus que sacré. C'est mon grand frère. Et d'ailleurs, je lui ai dédié ce livre de cette manière, à Pierre Mazot, mon grand frère. Pourquoi ? Parce que nous étions de la même maison, le Conseil d'État, lui et moi. Mais lui était auréolé de sa gloire d'ancien ministre, moi, petite membre du Conseil d'État de 25 ans. Et j'avais entendu parler d'un de ses projets d'expédition dans l'Himalaya. Il allait gravir le Hidden Peak, qui est un 8000. Assez sérieux. Hein. Mais j'ai pris sur moi, j'ai osé lui dire « Monsieur le ministre, vous allez partir, est-ce que vous voudriez pas m'emmener avec vous ?» J'étais extrêmement audacieux, je pensais qu'il allait me rire au nez en me disant « Mais va plutôt faire un stage à l'UCPA ». Et pas du tout, il m'a dit « Tu parles anglais ?» Oui, je parle anglais. Qu'est-ce que tu as fait en montagne ? Oh, je fais la barre des écrins. Ok, je t'emmène, tu seras mon interprète. Et tu t'occuperas de la paye des porteurs. Mais attention, tu seras au camp de base, tu ne dépasseras pas le camp de base. Et je suis parti avec lui. Évidemment, on a dépassé le camp de base, je suis monté dans les camps de base. Et c'est la plus belle expérience de ma vie grâce à lui. Et c'est un homme exceptionnel. Je dis dans ce livre, et je le maintiens, que s'il y avait une résurrection au XXIe siècle de l'honnête homme du 18e, ce serait Pierre Mazot. Très bien. En tous les cas, on sent l'amour qui vous lie à ces hommes qui ont parcouru le même chemin que vous ou que vous avez rencontrés. Donc, je propose que nous donnions rendez-vous à nos amis pour en découvrir davantage à l'hôtel M de Megève le 28 janvier à partir de 19h30 où nous feuilleterons en présence de l'auteur ce dictionnaire amoureux et nous continuerons cette conversation. Alors, finalement, j'allais vous présenter au tout début Frédéric Thiriez, je vais le faire à la fin parce que évidemment la liste est longue. Donc Monsieur Thiriez est effectivement un ancien haut magistrat. Il est également auteur, on vient de le voir, et de plusieurs autres ouvrages, mais il est également chanteur, musicien, alpiniste donc, et quoi d'autre ? Comédien un peu. Comédien, voilà. Donc comme quoi, j'allais dire plusieurs vies en une. Et voici un exemple réussi. Rendez-vous donc à Megève. Merci beaucoup. Merci à vous.